Il y a plus de 500 ans, les premiers verriers des Vosges du Nord s'appropriaient les ressources naturelles du territoire pour donner naissance à ce qui allait devenir une véritable filière industrielle. Comment cette aventure a-t-elle été possible? Jusqu'à un passé proche, l'implantation et le développement d'activités de production étaient profondément liés aux caractéristiques des territoires. Le climat, le relief, les ressources naturelles déterminaient l'émergence d'activités de production. Certaines régions se sont naturellement spécialisées. Les hommes y ont exploité les ressources minières, fluviales ou encore forestières. L'implantation dans les Vosges du Nord d'une intense activité verrière répond de cette mécanique universelle liant l'homme et son milieu. Elle a trouvé dans cette région l'ensemble des ressources nécessaires à son développement. L'implantation de cette filière économique a influencé l'histoire de ce territoire, a participé à sa renommée et y a fait émerger des savoir-faire encore perpétués aujourd'hui. Il faut se rendre compte, il n'y avait pas que l'unité de production avec ces verriers, il y avait tout l'effet économique induit direct qui est né avec ces verreries. Les paysans qui faisaient de la paille pour conditionner le verre, pour le transport, des menuisiers qui fabriquaient des caisses, la voie ferrée qui est installée, les moulistes qui fabriquaient des moules en bois, en métal. C'est quelque chose de vraiment incroyable qui a vraiment mis sur orbite une filière industrielle complète sur ces quelques vallées. Que savons-nous? Que nous reste-t-il de ces hommes qui ont écrit les premières pages de l'aventure verrière des Vosges du Nord? Comment les fours de fusion étaient-ils conçus? Quel combustible alimentait leurs fours et comment géraient-ils cette ressource? Le Centre international d'art verrier de Meisenthal, qui travaille à la sauvegarde du patrimoine verrier, s'est posé ces questions. Accompagnés dans cette démarche par les infondus, Chloé Grevaz et François Dubois, deux souffleurs de verre engagés dans une démarche d'archéologie expérimentale, un four de fusion alimenté au bois a été construit. L'archéologie expérimentale, c'est une démarche scientifique qui se rajoute en fait à l'archéologie conventionnelle, en fait, qui aide les archéologues à comprendre et à réinterpréter du mobilier archéologique par l'expérimentation. Voilà. On essaye de refaire une pièce et de cet essai va découler des informations qui peuvent être voilà, purement formelles, techniques. Par contre, ça peut découler aussi sur des interprétations sociales et économiques en fait, qui va suivre. Les restes de fours de verrerie antiques et médiévaux retrouvés apportent des renseignements sur la forme des fondations et les matériaux utilisés, des matériaux simples qui varient en fonction des régions et des ressources à disposition. Des blocs de pierre pour les fondations, quand les fours ne sont pas creusés à même la roche, et une alternance de pierre ou de terre cuite et de terre pour l'élévation. Les infondus ont construit leurs fours avec des ressources locales. Du grès des Vosges, des tuiles et un mélange de terre argileuse et de sable gréseux pour éviter le phénomène de rétractation de l'argile au séchage. Ce type de four qu'on a construit, on pourrait le dater à peu près du XIIIe, XIVe siècle, à l'époque médiévale. C'est les typologies de fours qu'on trouve déjà dans l'Antiquité, qu'on peut évoluer en fait dans le temps, tant qu'on utilise le combustible bois. Après, c'est la dimension, en fait, c'est les fours un peu plus gros qui sont fabriqués plutôt au Moyen-Âge. Les fondations du four sont en forme de clé de serrure, sur le modèle de nombreux restes archéologiques. L'élévation s'inspire de représentations de fours médiévaux. Elle est constituée de 3 voûtes superposées. La voûte inférieure est le foyer. De forme circulaire, il est précédé d'un alandier, sorte de couloir qui permet d'alimenter le feu en bois. La voûte est percée en son sommet. Cet œil permet le passage des flammes dans la seconde voûte, la chambre de fusion. C'est là que se situent les creusets, les pots qui contiennent le verre à fondre. Des ouvreaux, percés dans la paroi, permettent aux verriers de prélever et de réchauffer le verre pendant leur travail. Cette seconde voûte est également percée en son sommet pour permettre le passage de la chaleur vers la 3e voûte, l'arche de recuisson, où les verriers déposent leur production pour qu'elle redescende doucement en température. Outre les matériaux utilisés pour la construction des fours, l'implantation des verreries est surtout dépendante de l'accès aux matières premières nécessaires à la fabrication du verre. Les principaux ingrédients sont le sable, qui contient la silice,
qui étaient puisés dans le lit des rivières, mais aussi la potasse, fabriquée à partir de bois mort et de fougères, que l'on utilise comme fondant. L'ajout de fondant permet de rabaisser le point de fusion à 1300 degrés, permettant ainsi une économie importante de combustible. Les verreries ont également besoin d'un accès à l'eau pour nettoyer les matières premières, refroidir les outils à différentes étapes du processus de production, pour sa force motrice également. Au XIVe siècle, on va voir apparaître ce que l'on appelle les verreries itinérantes ou ambulantes. On a plusieurs familles de verriers qui vont travailler autour d'un four de fusion construit en fond de vallée pour l'approvisionnement en matières premières. Et lorsque la ressource bois sera épuisée, lorsqu'on aura utilisé tout le bois à environ 2 km à la ronde, à ce moment-là, les verriers vont se déplacer dans une autre vallée. La verrerie va reprendre son itinérance tous les 25-30 ans. L'enjeu principal pour les maîtres verriers, c'est l'accès à la ressource bois. Celui-ci est utilisé pour la construction des bâtiments, pour la fabrication de l'outillage. Il est également source de potasse, mais il est avant tout le combustible qui va permettre l'alimentation des fours de la verrerie et notamment des fours de fusion. Les évolutions techniques et le changement de combustible ont profondément modifié la production verrière. Aujourd'hui, l'archéologie expérimentale tente de retrouver les savoir-faire et les techniques liées à l'utilisation du bois comme combustible. Tout a été perdu, mais vraiment perdu, puisqu'on est passé au gaz et qu'on a modifié les fours. Les techniques de chauffe, on a dû se les réapproprier. Le bois, il faut qu'il brûle tout de suite quand on le met dans le four. L'intérêt d'avoir en petites billettes, donc presque des allumettes de bûche, hein, c'est vraiment pour qu'elles prennent tout de suite, que ça aille le plus vite possible en fait. Une billette, c'est 4-5 cm de diamètre. Pour atteindre la température nécessaire à la fusion du verre, il faut produire un maximum de chaleur et donc le plus de flammes possible. Les billettes sont découpées puis séchées pour améliorer la combustion. Lorsque cela est possible, les verriers privilégient les bois durs comme le hêtre et le charme qui produisent plus de flammes que les bois tendres. Au sein des verreries, des équipes entières travaillent à la coupe, l'acheminement et la préparation du bois. En 1800, la verrerie de Meisenthal employait 56 personnes, 12 verriers, 12 voituriers et 18 bûcherons. Jusqu'à ce que les verreries passent à un autre type de combustible, elles vont toujours employer plus de personnes pour la découpe et l'acheminement du combustible, du bois, que de verriers eux-mêmes. Pour mettre donc ce fameux bois qui a été préparé par les bûcherons, on a besoin d'un teaser, donc souvent même une équipe de teasers, puisqu'il faut toujours quelqu'un qui mette du bois dans le feu. Il y a un dialogue qui se crée avec le verrier. Nous, c'est comme ça qu'on l'a fait, parce qu'on a une petite place avec un petit four. Donc on dialogue avec le teaser. S'il en met trop, on lui dit. S'il en met pas assez, parce qu'il ne voit pas l'ouvreau là où on travaille. Quand le teaser met trop de bois, le feu est étouffé par le combustible, donc il va chercher de l'air. Donc ça va créer une grosse fumée noire. Les flammes sortent dans cette fumée et nous, on ne voit plus rien en travaillant. Ça gêne tout le monde et c'est pas utile parce qu'on gaspille du bois. Le souci aussi, c'est qu'il y a de la suie qui va se déposer sur les outils et le verre ne va pas adhérer. Et puis à un moment donné, on va être gêné par ces braises et il va falloir débraiser. Donc le débraisage, on trouve quelques écrits où il parle de ce fameux débraisage. C'est vraiment prendre de la braise avec une pelle ou avoir un conduit qui permet ce débraisage annexe au four. Au fur et à mesure du développement des verreries, les fours évoluent. Leur diamètre est de plus en plus important. L'arche, la chambre de fusion et le foyer se désolidarisent. Les nombreuses verreries implantées dans les Vosges du Nord épuisent les ressources forestières. Au milieu du XIXe siècle, les verreries de Meisenthal et de Götzenbrück réunies consommaient 11 200 stères par an et la cristallerie de Saint-Louis à elle seule 24 000 stères par an. Ce qui permettrait aujourd'hui de chauffer une maison de 100 mètres carrés pendant plus de 10 000 ans. Au XVIIe siècle, le charbon, puis un peu plus tard le gaz de houille, ont offert une alternative au bois. De nouvelles manufactures de verre ont vu le jour à proximité des gisements de charbon. Par la suite, les verreries se sont tournées vers le fioul avant d'adopter le gaz et l'électricité.
Même si ce sont manifestement les caractéristiques des ressources de ce territoire qui ont fait en sorte que s'implante cette filière économique. Aujourd'hui, il faut bien l'avouer, la cartographie mondiale de l'implantation industrielle est régie par d'autres lois. C'est bien plus la proximité de moyens de transport, de grands môles comme des ports, des autoroutes, ou la recherche de main-d'œuvre bon marché qui régissent le système productif à l'échelle mondiale. Au-delà du modèle qui semble être prôné de manière unique par le mass market et l'économie régie à l'échelle planétaire, il existe des lieux de résistance. Même si bien évidemment aujourd'hui on n'utilise plus les ressources du territoire pour fabriquer du verre, il y a quelque chose qui est indissociable du territoire, ce sont les hommes et les femmes qui le font, qui l'ont fait, qui le font encore aujourd'hui, parce qu'ils se sont transmis de manière induite la culture ouvrière, la magie de ce lieu, les savoir-faire, ce patrimoine immatériel qui se transmet d'homme à homme au fond des ateliers. Et c'est ça le trésor de Meisenthal. Ce sont ces ressources-là qui sont indélocalisables, endémiques et qui font en sorte que des petites pépites, des petits coins dans des fonds de vallée résistent encore aujourd'hui pour donner au savoir-faire la possibilité de se régénérer et de continuer à exister.